pendant le dîner de la fête des mères, ma sœur a fièrement partagé que son troisième bébé était en route. Ma mère a tapé dans ses mains. C'est tout ce que je voulais. Puis mon père s'est tourné vers moi. Tu vas aider avec les enfants. Je me suis figé. Pardon? Ma sœur a levé les yeux au ciel. Tu ne fais rien de ta vie de toute façon. Cela te donnera un but. J'ai souri, j'ai reculé ma chaise et j'ai quitté la maison. Je m'appelle Jessica Morgan. J'ai 30 ans et j'aurais dû savoir que le dîner de la fête des mères n'a jamais vraiment eu pour but de célébrer les mères. Dans ma famille, chaque rassemblement était une scène et tout le monde avait déjà un scénario pour moi avant même que je ne m'assoie. Je suis arrivé avec une tarte achetée en magasin, un sourire poli, et la vieille habitude de me rendre utile avant que quiconque ne puisse le demander. Puis, à la moitié du dîner, ma sœur aînée a levé son verre, a souri comme si elle dévoilait un miracle, et a annoncé que le bébé numéro 3 était en route. Ma mère a applaudi en premier, presque au bord des larmes de joie, et a dit que c'était tout ce pourquoi elle avait prié. Mon père a hoché la tête une fois, s'est tourné vers moi, et avec la certitude désinvolte d'un homme assignant quelqu'un à déplacer des meubles, a dit que j'allais aider avec les enfants. Au début, j'ai cru qu'il plaisantait. Puis j'ai vu le sourire satisfait de ma mère. Ensuite, ma sœur s'est adossée à sa chaise et a dit que je ne faisais rien d'important de ma vie de toute façon. Donc, au moins maintenant, j'aurai enfin un but. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste souri de la manière dont j'avais appris à sourire quand quelque chose en moi se brisait, j'ai reculé ma chaise, et je suis sorti de la maison pendant que les fourchettes devenaient silencieuses contre les assiettes. J'ai conduit jusqu'à chez moi avec les deux mains tremblantes sur le volant, ne sachant pas que d'ici le lendemain matin, mon refus ne serait pas seulement qualifié d'égoïste, il serait traité comme un crime. Avant que je ne vous raconte ce qui s'est passé après avoir franchi cette porte, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Je veux vraiment voir jusqu'où cette histoire voyage. À la minute où je suis rentré dans mon appartement, le silence m'a frappé plus durement que le dîner. Il n'y avait pas de regards accusateurs, pas de commentaires chargés de sens, pas d'enfants courant partout pendant que les adultes décidaient de mon avenir à ma place, juste le bourdonnement du réfrigérateur et ma propre respiration, saccadée et irrégulière. J'ai posé la tarte sur le comptoir sans même la sortir de la boîte, j'ai enlevé mes chaussures, et je suis resté debout au milieu de mon salon en essayant de comprendre pourquoi je me sentais coupable de dire non à quelque chose qu'il ne m'avait jamais appartenu d'accepter en premier lieu. C'était le tour que ma famille avait perfectionné au fil des ans. Ils ne demandaient jamais directement jusqu'à ce que la réponse ait déjà été choisie pour moi. Ils utilisaient le ton, le timing et l'obligation. Ils enveloppaient les exigences dans des mots comme famille, amour, soutien, loyauté, sacrifice. Au moment où j'ai été assez grande pour comprendre ce qui se passait, j'avais déjà été entraîné à intervenir. Quand ma sœur voulait sortir au lycée, je restais à la maison pour aider. Quand ma mère disait qu'elle était épuisée, j'annulais mes plans. Quand les vacances arrivaient, je cuisinais, je nettoyais, je divertissais, j'apaisais, je portais, je réparais, je m'excusais. Ce n'était jamais appelé du travail. C'était juste appelé être une bonne fille. Et parce que je ne criais pas, parce que je ne m'étais pas rebellé tôt, parce que je rendais leur vie plus facile, ils confondaient ma patience avec de la disponibilité et ma gentillesse avec un droit de propriété. Mon téléphone a commencé à vibrer moins de 10 minutes après mon retour chez moi. Maman. Papa. Maman encore. Puis ma sœur. Ensuite un flot de textos si prévisibles que je n'avais même pas besoin de les ouvrir pour savoir ce qu'ils disaient. Ne sois pas dramatique. Tu nous as embarrassés. La famille est de la famille. Reviens et parle comme une adulte. La partie la plus insultante était cette dernière, car tout ce que j'avais fait était de me comporter comme la seule adulte dans cette maison. J'ai ignoré chaque message jusqu'à ce que l'écran devienne enfin noir. Ensuite, j'ai appelé la seule personne qui ne m'avait jamais traité comme si j'existais pour un usage public. Amanda a décroché à la deuxième sonnerie. Elle n'a pas commencé par demander ce qui s'était passé. Ou si j'avais surréagi. Ou peut-être qu'il ne le pensait pas de cette façon. Elle a juste dit, tu es parti, n'est-ce pas? Je me suis assise par terre à côté de mon canapé, j'ai ri une fois sans humour, et j'ai dit, j'ai atteint la voiture avant que quiconque ne se souvienne que j'étais humaine. Je lui ai tout raconté, l'annonce, les applaudissements.
Mon père m'offrant comme si j'étais intégré dans le budget familial. Le commentaire de ma sœur sur le but, dit avec ce petit roulement d'yeux qu'elle maîtrisait depuis que nous étions adolescentes. Celui qui disait que j'étais ridicule de vouloir une vie qui ne gravitait pas autour de la sienne. Amanda a écouté silencieusement, puis a dit quelque chose qui a frappé plus fort que le réconfort ne le fait d'habitude. Jess, il continue à faire cela parce que cela fonctionne, pas parce que c'est juste. Parce que cela fonctionne. J'ai appuyé ma tête contre le canapé et j'ai fermé les yeux. Elle avait raison. Le pire n'était même pas ce soir. C'était le schéma. Il ne s'agissait pas d'un seul dîner ou d'une seule grossesse. Il s'agissait d'une vie entière à être traitée comme la paire de bras supplémentaires, le réservoir de réserve émotionnelle, la fille dont les plans étaient toujours flexibles parce que personne ne s'était jamais donné la peine d'apprendre quels ils étaient. J'ai finalement dit à Amanda la partie que j'avais à peine admise à voix haute, que je m'étais préparé discrètement à lancer mon propre studio de design dans les mois à venir, que j'avais passé 2 ans à travailler en freelance, à économiser, à construire une liste de clients. À travailler tard le soir pendant que ma famille disait aux proches que je cherchais encore ma voie. Amanda est restée silencieuse un instant, puis a dit, donc, ils pensent que tu es libre parce qu'ils n'ont jamais respecté ce que tu construis. Cette phrase a résonné dans mon appartement comme un verdict. Elle m'a dit de ne répondre à personne pour le moment, de respirer, de documenter les textos, d'arrêter d'agir comme si les limites nécessitaient des permissions écrites. Puis elle a dit autre chose dont je ne pouvais pas me défaire. Tu sais ce qui blesse le plus les gens comme ça? Pas de crier, pas de supplier, juste de refuser de jouer le rôle qui t'a été assigné. Après avoir raccroché, j'ai de nouveau regardé mon téléphone. D'autres textos étaient arrivés. Ma mère disant que j'avais gâché la fête des mères. Mon père disant que je devais une conversation à la famille. Ma sœur disant qu'elle était submergée et que je ramenais tout à moi. Je n'ai pas répondu. Pour la première fois depuis des années, j'ai laissé leur déception rester là où elle devait être, avec eux. Et pourtant, quelque part sous ma colère, une réalisation plus froide avait commencé à se former. Ma famille n'était pas choquée que j'ai refusé. Ils étaient choqués que j'ai refusé publiquement devant des témoins, devant des proches, devant la version d'eux-mêmes qu'ils aiment jouer. Cela signifiait qu'ils n'allaient pas laisser passer cela tranquillement. J'ai mal dormi. Le genre de sommeil où votre corps s'éteint, mais où votre esprit continue de faire les 100 pas. Vers 7 heures le lendemain matin, j'étais debout dans ma cuisine dans un t-shirt trop grand, attendant un café assez fort pour combattre le mal de tête derrière mes yeux, quand mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. J'ai pensé que c'était du spam ou peut-être l'un de ces appels de suivi de facturation médicale que j'ignorais depuis des semaines, mais quelque chose m'a poussé à décrocher quand même. La voix à l'autre bout était calme, professionnelle, et immédiatement inappropriée pour un dimanche matin. « Bonjour, madame. C'est l'agent Daniels du département de police locale. Est-ce que je parle à Jessica Morgan ?» La machine à café s'est éteinte derrière moi. J'ai dit oui. Et avant qu'il ne continue, quelque chose dans mon estomac est descendu si vite que j'ai eu l'impression de rater une marche dans le noir. Il a expliqué qu'ils avaient reçu une demande liée au bien-être me concernant. Ma mère les avait contactés tard la nuit précédente, affirmant que j'avais quitté un rassemblement familial dans un état de détresse, que je ne répondais pas à mon téléphone, qu'elle craignait que je sois instable et en danger. Pendant une seconde, je ne pouvais honnêtement pas parler. Je suis juste resté là, agrippant le comptoir si fort que mes doigts me faisaient mal. Instable. C'était le mot qui résonnait le plus fort. Pas disparu. Pas inquiète. Instable. Je lui ai demandé de répéter ce qu'elle avait dit, et il l'a soigneusement reformulé de la manière dont les gens le font quand ils savent que la version originale pourrait envenimer davantage les choses. Il a dit que le rapport suggérait que j'étais parti en trombe sous le coup de l'émotion, que j'avais subi une pression personnelle et que la famille s'inquiétait pour mon état mental. C'était ça. Ma mère n'avait pas simplement paniqué. Elle avait construit un récit. Elle avait pris un acte de refus et l'avait déguisé en fragilité, en instabilité, en danger. Elle n'avait pas appelé parce qu'elle m'aimait. Elle avait appelé parce qu'elle avait besoin de l'autorité pour intervenir là où la culpabilité avait échoué. J'ai dit à l'agent Daniels que j'étais seul chez moi et que j'allais parfaitement bien. Je lui ai dit que j'avais quitté un dîner de famille après un désaccord et que j'avais choisi de ne pas répondre à mes proches parce que je ne voulais pas être harcelé pendant la nuit. À son crédit, son ton a changé.
Pas plus chaleureux exactement, mais plus humain. Il a demandé si je me sentais en sécurité, s'il y avait eu des menaces, si quelqu'un avait accès à mon appartement. J'ai répondu clairement à chaque question. Puis il a fait une pause et a dit, avec la diplomatie prudente de quelqu'un qui avait entendu assez de drames familiaux pour en reconnaître un en temps réel, il pourrait être utile de communiquer directement avec votre famille afin qu'ils comprennent que vous n'êtes pas en danger. Utile. J'ai presque ri. Utile pour qui? Pour moi, qui venait d'apprendre que ma mère pouvait impliquer la police avant de pouvoir respecter le mot non. Ou pour elle? Afin qu'elle puisse éviter l'embarras quand la vérité éclaterait. Je l'ai remercié, j'ai mis fin à l'appel, et j'ai regardé mon reflet dans la porte du micro-ondes. J'avais l'air épuisé, mais je n'avais pas l'air instable. J'avais l'air de quelqu'un qui venait de regarder une violation de limite évoluer en quelque chose d'officiel. Mon téléphone a vibré de nouveau presque immédiatement, cette fois avec des textos de ma mère qui m'ont glacé le sang en raison de l'innocence qu'il feignait. « Est-ce que ça va? S'il te plaît, réponds. Tu m'as fait peur. J'ai seulement fait ce que n'importe quelle mère ferait. » Il n'y avait aucune mention de la police, aucune mention des mots qu'elle avait utilisés, aucune reconnaissance du fait qu'elle m'avait dépeinte comme émotionnellement compromise parce que j'avais refusé de garder des enfants gratuitement. C'est à ce moment-là que la vérité est devenue plus nette. Ma famille avait passé des années à me traiter comme une main-d'œuvre de secours. Mais maintenant, je pouvais voir le système plus vaste qui se cachait en dessous. Ils n'attendaient pas seulement mon aide. Ils croyaient qu'ils avaient le droit de gérer mes choix. Si la culpabilité ne fonctionnait pas, la pression fonctionnerait. Si la pression ne fonctionnait pas, l'humiliation pourrait fonctionner. Si l'humiliation échouait, alors la force par procuration. J'ai repensé au dîner, à la certitude suffisante dans la voix de mon père, à la petite phrase cruelle de ma sœur sur le but, et soudain, tout s'est mis en place d'une manière qui m'a rendu malade. Ils voyaient sincèrement mon indépendance non pas comme une vie, mais comme un refus de me montrer utile pour eux. Mon rêve, mon travail, mon temps, mon corps, mon appartement, mon avenir, tout cela restait invisible jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose. Alors, cela devenait une propriété commune. J'ai ouvert le fil de discussion avec ma mère et j'ai survolé le clavier. Je voulais écrire quelque chose de dévastateur, quelque chose de précis, quelque chose qui lui ferait ressentir ne serait-ce qu'une fraction de l'humiliation que j'ai ressentie en entendant un officier de police vérifier gentiment que je n'avais pas perdu la tête. Au lieu de cela, j'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai posé face vers le bas. La rage était brûlante, mais la clarté était meilleure. Si je répondais maintenant, il m'entraînerait dans un autre marécage émotionnel où tout serait refaçonné en malentendu et en amour. Non, cela avait changé l'échelle des choses. Ils avaient intensifié les choses en premier. Cela signifiait que quoi qu'il arrive ensuite, cela devait être délibéré, pas bruyant, pas impulsif, délibéré. Et avant de faire quoi que ce soit d'autre, j'avais besoin de savoir si c'était vraiment juste ma mère qui paniquait ou si toute la famille parlait de moi d'une manière que je n'avais pas imaginée. J'ai de nouveau appelé Amanda parce qu'à ce moment-là, elle n'était plus seulement mon amie dans cette situation. Elle était mon rappel à la réalité. Au moment où elle a entendu ma voix, elle a demandé ce qui s'était passé. Et quand je lui ai dit que ma mère avait impliqué la police et sous-entendu que j'étais mentalement instable, Amanda n'a même pas essayé d'adoucir sa réaction. Elle a dit, « Jess, ce n'est pas de l'inquiétude. C'est du contrôle. » J'ai marché d'un bout à l'autre de mon appartement pendant que nous parlions, repassant chaque mot de l'officier, chaque texto de ma mère, chaque moment de calme de ces dernières années où j'avais senti que quelque chose n'allait pas, mais où je m'étais convaincu que j'étais trop sensible. Amanda m'a posé la seule question que personne dans ma famille ne m'avait jamais posée. Que veux-tu faire ensuite? Pas que veulent-ils de toi? Je lui ai dit que je ne savais pas encore, car une partie de moi n'arrivait toujours pas à croire que cela arrivait. Une partie de moi continuait à chercher l'explication la plus douce, le malentendu, la réaction émotionnelle excessive qui pourrait encore être résolue par une conversation et quelques larmes. Amanda m'a laissé m'asseoir dans ce silence pendant un moment, puis a dit qu'elle avait quelque chose que je devais entendre, même si cela n'allait pas me plaire. Une de mes cousines, quelqu'un qu'Amanda avait croisé lors d'une fête prénuptiale quelques semaines plus tôt, avait mentionné que ma famille parlait de moi depuis des mois, non pas avec inquiétude, mais avec dédain. Ma sœur avait apparemment dit à des proches que je travaillais à domicile parce que je ne pouvais pas gérer un vrai travail, que j'étais toujours disponible, que je n'avais aucun engagement sérieux, et qu'une fois le nouveau bébé arrivé, je serais enfin utile à quelque chose.
Amanda a dit qu'elle ne me l'avait pas dit parce que cela semblait mesquin et indirect à l'époque, et qu'elle ne voulait pas créer de drame basé sur des commérages. Mais maintenant, après l'appel à la police, cela ne ressemblait plus à des commérages. Cela ressemblait à de la préparation. Ils avaient construit une histoire sur moi bien avant le dîner. Paresseuse, sans but, sans attache, la fille avec du temps libre, la tante sans enfant à elle, n'ayant donc aucune revendication valable sur son propre emploi du temps. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert le dossier où je gardais les factures, les maquettes de marque, les contrats de clients, les plans de lancement, les brouillons d'enregistrement d'entreprise, toutes les preuves que mon rien avait en réalité été des années de travail discipliné. Soudain, ces fichiers ne représentaient pas seulement de l'ambition. Ils représentaient des preuves. Amanda a dit, tu dois arrêter de te disputer avec la version imaginaire qu'ils ont de toi. Commence à gérer ce qu'ils ont réellement fait. Cela a tout changé, car si ma mère avait juste paniqué, peut-être que cela aurait pu être présenté comme de l'émotion. Mais si la famille disait déjà aux gens que je dérivais dans la vie, alors le dîner de la fête des mères n'était pas une supposition spontanée. C'était un couronnement public. Ils avaient choisi le cadre, le public et le scénario. Ils comptaient sur moi pour absorber l'insulte parce que je l'avais toujours fait auparavant. Amanda m'a demandé si j'allais les affronter. J'ai dit oui, mais pas pour mendier de la compréhension. J'avais fini de traduire ma vie en mots plus petits pour qu'ils ne se sentent pas menacés par elle. J'ai commencé à rassembler des captures d'écran de textos dans un dossier. Les messages manipulateurs de ma mère. L'exigence de mon père d'avoir une conversation. Le petit commentaire amer de ma sœur envoyé après minuit disant que peut-être quand j'aurai mes propres enfants, je comprendrai ce que les vraies femmes sacrifient. Celui-là m'a presque fait rire par pure arrogance. De vraies femmes. Comme si la féminité ne comptait que lorsqu'elle s'épuisait au service des choix de quelqu'un d'autre. Amanda m'a exhorté à ne pas y retourner si je pensais être coincé ou manipulé. Mais à ce moment-là, ma peur avait été remplacée par quelque chose de plus solide. Je n'y retournais pas pour gagner une dispute. J'y retournais parce qu'une fois que les gens sont prêts à déformer votre caractère devant la police et les proches, le silence commence à ressembler à un consentement. Elle a demandé si je voulais qu'elle vienne avec moi. J'y ai réfléchi. Un témoin aiderait. Du soutien aiderait. Mais ensuite, j'ai imaginé ma famille. La façon dont ils joueraient la civilité si un étranger était présent. La façon dont ils appelleraient cela une confusion malheureuse et me puniraient plus tard pour les avoir fait mal paraître. Non. Si je devais y retourner, cela devait être dans la même arène où ils m'avaient désigné d'office sans consentement devant les personnes qu'ils se souciaient d'impressionner. Avant de raccrocher, Amanda a dit quelque chose que j'ai immédiatement noté parce que cela ressemblait à la colonne vertébrale de tout ce que j'avais besoin de dire. Tu ne refuses pas d'aider. Tu refuses d'être assigné. J'ai regardé cette phrase pendant un long moment après la fin de l'appel. C'était net, précis, incontestable, à moins que quelqu'un n'admette le droit exact que je voulais exposer. Ensuite, j'ai vérifié les réseaux sociaux et j'ai senti mon sang se glacer. Ma mère avait publié un collage sentimental de la fête des mères à partir du dîner. Sur chaque photo, la famille semblait joyeuse, unie, rayonnante sous les guirlandes lumineuses et le soleil de la fin du printemps. La légende disait, la famille est notre plus grande bénédiction. Tellement reconnaissante pour tous mes enfants et l'amour que nous partageons, même à travers les moments difficiles. Les commentaires étaient remplis de cœur. Il n'y avait aucune mention du fait que l'un de ces moments difficiles avait apparemment nécessité un appel à la police et une campagne de rumeurs sur ma stabilité émotionnelle. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. La version préférée de la vérité de ma famille était toujours celle qui ne laissait des ecchymoses visibles sur personne d'autre que moi. Alors, je me suis habillé lentement comme quelqu'un qui se prépare pour une réunion importante. J'ai choisi un jean, un chemisier noir et une veste qui me faisaient me sentir plus tranchante que la nuit précédente. J'ai imprimé quelques trucs, non pas parce que je prévoyais d'agiter des papiers au visage de qui que ce soit, mais parce que je voulais des rappels physiques de qui j'étais avant qu'ils n'essaient de me réduire à nouveau. Des accords de clients, des calendriers de projets, la maquette de la page de lancement de mon studio. Ma vie, tangible et indéniable. Ensuite, j'ai pris mes clés. Je ne retournais pas au pique-nique pour me défendre. J'y retournais pour mettre fin à un rôle. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a duré 38 minutes, mais mentalement, il s'est étiré sur des années. J'ai pris la route la plus longue par instinct,
celle qui passait devant le centre commercial où j'avais travaillé à 19 ans pour aider à payer les factures, l'église où ma mère aimait être louée comme une parente dévouée. Le parc où ma sœur avait pleuré une fois parce que je lui avais dit que je ne pouvais pas sauter un examen pour faire du babysitting, et ma mère m'avait qualifié de froide pendant 2 semaines consécutives par la suite. La mémoire n'arrivait pas par flashback net. Elle venait comme une pression. À un feu rouge, je me suis soudain souvenu d'avoir 16 ans et de quitter un événement scolaire tôt parce que ma mère disait que ma sœur avait besoin d'aide pour un projet scolaire sur lequel elle avait procrastiné. À l'intersection suivante, je me suis souvenu d'avoir 23 ans et de manquer un dîner de réseautage parce que mon père insistait sur le fait que la famille passait en premier lorsque la babysitter de ma sœur avait annulé. À 27 ans, quand je leur ai dit que je voulais créer ma propre entreprise, ma mère a souri de cette manière prudente qu'elle utilisait lorsqu'elle faisait semblant de ne pas me rejeter et a dit « C'est bien, chérie, mais c'est bien de garder des attentes réalistes. » Réaliste, dans ma famille. Ce mot signifiait assez petit pour ne déranger personne. Mon téléphone a vibré 2 fois pendant le trajet. Je n'ai pas regardé. Je connaissais déjà la chorégraphie émotionnelle. D'abord l'inquiétude, puis l'accusation, puis la supériorité morale, puis l'invitation à se réconcilier tant que je reprenais la forme exacte qu'il préférait. En tournant sur la route menant à la maison, j'ai remarqué des voitures supplémentaires alignées le long du trottoir. Quelques proches étaient encore là, les restes du week-end de vacances, exactement le genre de public que ma famille ne gaspillerait jamais. Le portail de l'arrière-cour était ouvert. Je pouvais entendre des rires lointains, des tintements de verre, et des enfants poussant des cris aigus à travers les arroseurs. Ils continuaient comme si de rien n'était, ce qui d'une certaine manière me mettait plus en colère qu'une hostilité ouverte ne l'aurait fait. Ma mère avait appelé la police pour moi moins de 12 heures plus tôt, et maintenant il mangeait une salade de fruits au soleil, comme si nous avions simplement eu un léger malentendu familial. Je me suis assise dans ma voiture garée pendant un moment et j'ai laissé la climatisation souffler sur mon visage. Pour la première fois ce jour-là, le doute a essayé une dernière fois de s'infiltrer. Et si j'entrais et qu'il déformait tout? Et si mon père haussait la voix et que je cédais à mes vieux instincts? Et si ma mère pleurait? Elle utilisait les larmes comme une arme plus efficacement que quiconque que je connaissais. Et si ma sœur riait? Ce serait peut-être pire. Puis j'ai regardé le siège passager où se trouvait le dossier, et je me suis souvenu du ton de l'officier de police. Poli mais prudent lorsqu'il m'a demandé si j'étais en sécurité. En sécurité. Le fait qu'un étranger ait dû poser la question parce que ma mère avait choisi de me donner une fausse image était suffisant pour durcir toute douceur qui restait. Je suis sorti de la voiture et j'ai pu sentir le charbon de bois, l'herbe coupée, la crème solaire et ce parfum floral bon marché que ma mère portait par temps chaud. La familiarité sensorielle m'aurait autrefois apaisé ce jour-là. Elle m'a seulement rappelé à quel point les gens confondent facilement la familiarité avec l'innocence. En marchant vers la cour, j'ai entendu ma sœur avant de la voir rire bruyamment, se prélassant dans l'attention, déjà au centre d'un autre cercle. Elle était douée pour ça. Douée pour recevoir les célébrations comme de l'oxygène. Mon père se tenait près du barbecue avec un verre à la main, hochant la tête à quelque chose qu'un oncle disait. Ma mère disposait des assiettes comme si elle avait personnellement organisé la paix. Pendant une seconde surréaliste, je me suis demandé s'ils allaient vraiment faire comme si rien de tout cela ne s'était passé. Puis ma mère a levé les yeux, m'a vu, et tout son visage s'est réarrangé en mode performance. L'inquiétude a adouci sa bouche. Le soulagement a écarquillé ses yeux. Elle a posé l'assiette et s'est précipitée vers moi, pas trop vite, car une véritable panique aurait semblé suspecte. « Jessica » a-t-elle dit, assez fort pour que les proches aux alentours entendent. Dieu merci. Est-ce que ça va? C'était ça. Pas un bonjour. Pas un nous devons parler. Pas un je suis désolé. Juste la suite de l'histoire qu'elle avait déjà racontée. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé au-delà d'elle la cour, les proches faisant semblant de ne pas regarder, ma sœur se tournant vers nous avec la même expression que les gens arborent lorsqu'une émission qu'ils apprécient reprend soudainement. Puis j'ai regardé ma mère et j'ai réalisé qu'elle s'attendait à ce que je soulage son inconfort, que je rassure tout le monde, que j'adoucisse la scène. L'ancienne moi l'aurait fait automatiquement. L'ancienne moi aurait baissé la voix et pris le blâme juste pour maintenir la paix. Au lieu de cela, j'ai dit calmement et assez clairement pour que plusieurs conversations autour de nous s'arrêtent. Je vais parfaitement bien, maman. C'est pourquoi j'aimerais savoir pourquoi on a dit à la police que j'étais instable.
Le silence qui a suivi m'a semblé presque sacré. L'expression de ma mère a vacillé. Mon père s'est redressé. Ma sœur a posé son verre. Les gens qui grignotaient des chips et de la pastèque se sont transformés en témoins sans bouger d'un pouce. Ma mère a immédiatement baissé la voix, ce qui m'a tout dit. « Jessica, pas ici. » Cette phrase m'a presque fait sourire. Bien sûr, pas ici. Pas devant les gens. Pas à la lumière du soleil. Pas à l'endroit où les rôles sont assignés et polis. Mais je n'avais pas conduit 38 minutes pour être géré dans un silence privé. Non, ai-je dit, en fait, c'est exactement ici que cela a commencé. Mon père est intervenu en premier et m'a dit de ne pas faire de scène. Je me suis reculé et j'ai dit qu'ils en avaient déjà fait une quand maman avait appelé la police. Le mot police a instantanément changé l'ambiance. Ma mère s'est précipitée en avant, insistant sur le fait qu'elle s'était seulement inquiétée parce que j'étais parti bouleversé et que j'avais arrêté de répondre à mon téléphone. J'ai demandé ce qui l'avait poussé exactement à dire à des étrangers que j'étais instable. Ma sœur est intervenue en disant qu'ils avaient seulement demandé de l'aide et que la famille était censée se soutenir mutuellement. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Elle avait annoncé sa grossesse. Nos parents avaient offert mon temps et ensuite elle avait insulté ma vie devant tout le monde. Ce n'était pas de l'aide, c'était un droit qu'ils s'arrogeaient. Elle a croisé les bras et a dit que je travaillais à domicile, que je fixais mes propres horaires et que je n'avais pas d'enfant, donc évidemment mon emploi du temps était plus flexible. J'ai dit à tout le monde présent que je construisais mon propre studio de design avec de vrais clients, des contrats et des délais, mais que ma famille ignorait tout cela parce qu'il était plus facile de me traiter comme une remplaçante non rémunérée. Ma mère a dit que les adultes faisaient des sacrifices et que ma sœur était submergée. J'ai répondu que choisir d'avoir un troisième enfant ne me rendait pas responsable de l'éducation de cet enfant. Ma sœur s'est mise en colère et a demandé aux proches quel genre de tante j'étais. Cela m'a donné l'ouverture dont j'avais besoin. J'ai regardé autour de la cour et j'ai dit la vérité devant tout le monde. Pendant des années, j'avais été la personne que cette famille appelait chaque fois que la vie devenait compliquée. Mais au moment où j'ai dit non, ma mère a appelé la police et m'a dépeinte comme instable. La cour est devenue complètement silencieuse. Mon père voulait que la conversation se déplace en privé, mais j'ai refusé. En privé, c'était là qu'il réécrivait l'histoire. En public, c'était là qu'il m'avait assigné, m'avait fait honte et m'avait dénoncé. Puis j'ai ouvert mon dossier et j'ai montré juste assez de preuves. Des documents de clients, des plans de lancement, des délais pour clarifier une chose. Ma vie était réelle. Mon travail comptait. Et j'en avais fini de les laisser me traiter comme si je n'existais que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Partie 7. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été bruyant de la manière cinématographique dont les gens imaginent les explosions familiales. Personne n'a renversé de table. Personne n'a jeté de verre. Ce qui s'est brisé était plus subtil et pour moi plus satisfaisant. C'était l'illusion. Ma mère a cessé de jouer l'inquiétude parce que le public était passé de compatissant à incertain. Mon père a cessé de parler avec des phrases déclaratives et a commencé à choisir ses mots comme un homme qui se serait soudainement souvenu que d'autres personnes écoutaient. Ma sœur, dépouillée de sa supériorité morale facile, ressemblait moins à une future mère rayonnante et plus à quelqu'un de furieux que sa solution de recrutement personnel se soit dotée d'une colonne vertébrale. Pour la première fois depuis des années, ils devaient tous me répondre comme à une personne au lieu d'une fonction. Ma mère s'est reprise en premier, mais seulement à moitié. « Je pense que tu déformes les choses », a-t-elle dit. « Personne n'essaie de t'utiliser. Nous pensions juste que tu voudrais soutenir ta sœur pendant une période difficile. » J'ai hoché la tête une fois. Si vous aviez pensé cela, vous me l'auriez demandé en privé. Vous ne m'auriez pas assigné en public. Mon père a expiré bruyamment, déjà irrité que la logique batte l'autorité. Ça suffit, a-t-il dit. C'est allé trop loin. Je l'ai regardé et j'ai dit, c'est allé trop loin quand vous avez traité mon temps comme une propriété familiale. C'est allé encore plus loin quand maman a impliqué la police. Je suis juste la première personne ici à le dire à voix haute. Une cousine près de la clôture a marmonné, elle n'a pas tort. Et même si c'était à peine audible, cela aurait tout aussi bien pu être une cloche d'église. Ma sœur s'est tournée vers la voix, puis de nouveau vers moi, rouge d'humiliation. Alors quoi maintenant, a-t-elle exigé. Tu veux que nous nous excusions tous parce que nous avons supposé que tu aiderais ta propre famille. Il y avait du venin dans la phrase ta propre famille.
comme si la famille ne comptait que lorsqu'elle coulait dans une seule direction. J'ai répondu avec plus de calme que je n'en ressentais. Non, je veux quelque chose de beaucoup plus basique. Je veux que vous compreniez tous que mon nom n'est pas une crise, pas une attaque, et pas un symptôme. C'est une réponse. Cela a semblé frapper plus fort que n'importe quelle accusation. Les personnes qui comptent sur votre soumission ont souvent le plus de mal avec l'idée que le refus puisse être moralement neutre. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes, mais pas de la manière dont il le faisait lorsqu'elle était sincèrement blessée. C'étaient des larmes stratégiques arrivant pile au bon moment. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-elle chuchoté. C'était là, le compte de la dette familiale qui ne pourrait jamais être remboursé parce que son but n'était jamais le remboursement, seulement le moyen de pression. Je me sentais étrangement lucide. Si ce que vous avez fait pour moi était de l'amour, ai-je dit, alors cela ne devrait pas venir avec une facture chaque fois que je ne veux pas faire ce que vous voulez. Ma sœur a émis un son aigu et incrédule. Tu es incroyable. Maman pleure et tu continues à faire ça. Je me suis tourné vers elle. Tu m'as dit que je n'avais aucun but à moins d'élever tes enfants à ta place. Alors, ne prétendons pas que nous mesurons la gentillesse ici. Son visage est devenu rouge. Vraiment rouge. Le genre qui se propage trop vite pour être caché. Et puis, parce que les gens se révèlent le plus pleinement lorsque l'humiliation dépasse la maîtrise de soi, elle a craqué. Elle a commencé à parler par-dessus moi, par-dessus notre mère, par-dessus tout le monde. Elle a dit que j'étais jalouse parce que je n'avais ni mari, ni enfant, ni vraie famille à moi. Elle a dit que je jugeais les mères parce que je ne pouvais pas comprendre le sacrifice. Elle a dit que tout le monde avait toujours su que j'étais difficile, égocentrique, froide, et secrètement rancunière chaque fois que l'attention se portait sur quelqu'un d'autre. Au milieu de tout cela, elle a réalisé que personne ne la sauvait. Ni mon père, ni ma mère, ni les proches. Le silence autour d'elle est devenu un miroir, et dans ce miroir, elle a vu exactement à quel point elle paraissait ignoble. C'est le moment où j'ai su que quelque chose de fondamental avait changé. Elle s'était attendue à ce que le cœur familial se joigne à elle, s'harmonise autour de ses griefs comme il l'avait toujours fait. Au lieu de cela, tout ce qu'elle avait, c'était sa propre voix. Trop forte, trop aiguë, trop révélatrice. Ma mère a essayé de la faire taire, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Ma sœur s'est dégagée et a crié que rien de tout cela ne se produirait si j'arrêtais simplement d'agir comme si j'étais trop bien pour aider. Une parente à qui je parlais à peine, l'une des sœurs de ma mère, a finalement dit prudemment mais fermement, aider est une chose. Offrir les services de quelqu'un d'autre en est une autre. Elle. La phrase était douce, mais son effet était dévastateur. Ma mère a pâli. Mon père a détourné le regard. Ma sœur a fixé du regard comme si la trahison venait d'arriver du mauvais côté. Au cours de toutes les années où j'avais joué les gardiennes de la paix, une vérité était restée constante. Une fois que la famille élargie voit le schéma, les personnes qui dépendent du schéma paniquent. Je n'avais pas besoin de vengeance dans le sens dramatique de la terre brûlée que j'avais fantasmé dans les minutes brutales après l'appel à la police. Je n'avais pas besoin de les détruire. J'avais besoin qu'ils soient incapables de préserver le mensonge. Et là, dans cette arrière-cour lumineuse avec des desserts à moitié mangés sur des assiettes en carton et tout le monde soudainement conscient de qui avait vraiment franchi la ligne, j'ai obtenu exactement cela. Pourtant, je n'avais pas terminé. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, laissez-moi rendre cela simple. À partir de maintenant, je ne ferai pas de babysitting. Pas occasionnellement. Pas juste pour cette fois, pas parce que tu es submergé, et certainement pas parce que tu penses que ma vie compte moins que la tienne. Et si quelqu'un ici décide de répéter l'histoire selon laquelle je suis instable, paresseuse ou sans but, je dirai toute la vérité à chaque fois. Y compris la partie où maman a contacté la police parce que j'ai quitté le dîner après avoir été assigné à la garde d'enfants non rémunérés devant des proches. Ma mère a eu l'air horrifiée, non pas parce que je mentais, mais parce que je promettais de la cohérence. Les systèmes manipulateurs survivent grâce à la mémoire sélective. Je menaçais d'une permanence. Mon père a finalement essayé l'approche pratique. Jessica, ne fais pas quelque chose de permanent pour un malentendu. J'ai presque souri. C'est permanent parce que ce n'est pas un malentendu. C'est un schéma. Je n'y participe tout simplement plus. Ensuite, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai mis la main dans mon sac, j'ai sorti le double des clés de la maison de mes parents que je gardais depuis l'université,
j'ai marché jusqu'à la table de la terrasse et je l'ai posée à côté du verre intact de ma mère. Pas de discours, pas de théâtralité, juste un petit bruit métallique sur du verre. Le symbolisme a frappé immédiatement. Ma mère a fixé la clé comme si elle l'avait personnellement insultée. Elle savait ce que cela signifiait. Plus d'appels d'urgence pour nourrir le chien, surveiller les enfants, apporter le repas, gérer le désordre, sauver la mise. Plus d'attentes imprévues déguisées en appartenance. La bouche de ma sœur s'est pincée. La mâchoire de mon père s'est contractée. Je les ai tous regardés une dernière fois et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû faire plus mal que ça ne l'a fait. Ils avaient passé tellement de temps à mal interpréter mon silence qu'ils n'avaient vraiment jamais cru que je pourrais abandonner ce rôle. Vous avez tous besoin de trouver un plan de garde d'enfants qui ne dépende pas de faire semblant que je n'ai pas de vie, ai-je dit. Et maman, ne contacte plus jamais la police à mon sujet à moins que je ne sois réellement porté disparu. Si cela se produit une autre fois en raison de la pression familiale, je gérerai cela très différemment. Elle a ouvert la bouche, peut-être pour m'accuser de la menacer, peut-être pour pleurer à nouveau, peut-être pour me supplier de ne pas partir comme ça devant tout le monde. Mais je ne suis pas resté pour l'entendre. Je me suis retourné et j'ai traversé la cour, passant devant des proches qui évitaient maintenant mon regard par inconfort ou peut-être par honte. Passant devant des enfants courant à travers la brume de l'arroseur. Passant devant la performance grandeur nature de la famille qui s'était finalement assez fissurée pour que je puisse voir la machinerie à l'intérieur. Personne ne m'a arrêté. C'était la deuxième victoire. Il n'avait pas de scénario pour une femme qui ne resterait pas pour les apaiser après avoir dit la vérité. Quand je suis monté dans ma voiture, mes mains étaient stables. Je n'ai pas pleuré jusqu'à ce que j'atteigne le bout de la rue, et même alors, les larmes ressemblaient moins à du chagrin qu'à une libération. Au moment où je suis arrivé chez moi, mon téléphone avait déjà commencé à vibrer avec des messages. Mais cette fois, le ton avait changé. Pas d'accusation, juste du contrôle des dégâts, mon père voulant parler calmement, ma mère disant que l'après-midi avait dégénéré, ma sœur disant que je l'avais humiliée pendant l'une des périodes les plus émotionnelles de sa vie. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux ce jour-là ni le suivant. 3 jours plus tard, ma mère a appelé d'un numéro que j'avais oublié qu'elle utilisait encore. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Sa voix semblait plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Elle ne s'est pas excusée, pas complètement. Les gens comme elle le font rarement, mais elle a demandé si je pouvais au moins passer et aider à régler les choses parce que ma sœur paniquait. Les coûts de garde d'enfants étaient plus élevés que prévu, et la famille était sous pression. J'ai écouté le message 2 fois, je l'ai sauvegardé, puis je l'ai supprimé sans répondre. C'était la vengeance finale, si on veut l'appeler ainsi. Pas de cris, pas de cruauté, pas de les punir de la manière dont ils m'avaient puni. Juste laisser la réalité s'installer là où je me tenais autrefois. Ils avaient construit une structure familiale autour de mon travail silencieux et avaient supposé que cela durerait éternellement. Ce n'a pas été le cas. Et pour la première fois de ma vie, quand ils ont cherché la femme qui rendait toujours les choses plus faciles, ils ont trouvé exactement ce que je leur avais donné lors de ce dîner de la fête des mères devant tout le monde. Une réponse qu'ils ne pouvaient plus renverser. Non.